n'êtes pas obligé. C'est bon, du coup? Ok, parfait. Merci pour cette introduction, du coup. Bonjour à tous et à toutes, donc c'est Chloé, je suis Clara. Et on va vous parler aujourd'hui de biodiversité au cours de notre exposé qui s'appelle « Et tels les Bee Gees, la biodiversité chantée, Stayin' Alive ». Alors, la biodiversité, qu'est-ce que c'est? C'est un concept dont on parle énormément, surtout actuellement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler cet été du plan Hulot, qu'on a appelé aussi plan biodiversité, qui vise à mettre en place des mesures de préservation de la biodiversité de 2020 à 2024 sur le plan national, donc en France. Bon, on en entend parler dans les médias, on en entend parler, je sais pas, avec son chauffeur de taxi, avec ses copains à l'école, sauf que c'est toujours un concept un peu difficile à définir. Donc on va partir des bases. La biodiversité, c'est ce qu'on qualifie comme étant, bonjour, le nombre, la variété et la variabilité des organismes vivants et des écosystèmes. Alors tout ça, c'est des mots qu'on va réemployer au cours de l'exposé, et Chloé va vous définir pas mal de concepts après. Ça inclut en fait tous les êtres vivants, qu'ils soient terrestres ou marins. On peut en voir quelques-uns ici, n'est-ce pas? Et ça, en fait, la biodiversité, ça représente la diversité à plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau qui va être la diversité entre individus d'une même espèce. Donc ici, dans cette salle, si on se regarde un peu, on est tous un peu différents. Il y a des garçons, il y a des filles, il y a des petits, il y a des grands. Et cette variabilité entre les individus, ça peut faire partie de la biodiversité. On va avoir la même chose entre individus d'espèces différentes. Voilà, c'est un peu plus évident, mais une plante, c'est pas pareil qu'un lapin. Enfin, ça saute un peu aux yeux, mais c'est important à l'avoir en tête. Et il y a des diversités entre écosystèmes et communautés. Alors les communautés, c'est un ensemble d'êtres vivants, qu'on va définir comme, je sais pas moi, l'ensemble des animaux d'une ferme. Ben, c'est différent de l'ensemble des animaux qui vivent dans un aquarium. Et pourtant, il y a des espèces différentes qui sont au sein de cet aquarium ou au sein de la ferme. Voilà, donc la biodiversité, c'est un petit peu la variation de toutes ces formes de vie. Alors je vous parle de formes de vie. On va un peu voir ce que c'est les formes de vie. Il existe 3 grands groupes dans le monde vivant qu'on a appelés les bactéries, enfin qu'on a définis comme étant les bactéries, les eucaryotes et les archées. Peut-être j'ai un laser, ouais. Alors les bactéries, ça à peu près tout le monde en a entendu parler au moins une fois dans sa vie. Les eucaryotes, ce sont tous les êtres vivants qui ont un noyau dans leurs cellules. Les bactéries n'ont pas de noyau dans leurs cellules et les archées non plus. Et les archées, c'est une forme de vie qui a été découverte assez tardivement, et on pense que ça fait partie des premières formes de vie. Ça s'appelle archée pour archaïque, enfin, en quelque sorte. Et donc on a défini en gros le règne du vivant entre ces 3 grands groupes-là. Je ne sais pas si vous voyez, c'est peut-être pas très clair. Les animaux, donc, dont les humains font partie, c'est là, c'est cette petite barrette rouge. Les champignons, c'est là. Et les plantes, c'est là. Tout le reste, on ne le voit pas en fait. Enfin, ça fait partie du monde microscopique. Souvent, ce sont des organismes unicellulaires. Donc on n'en a pas conscience, mais en fait, la diversité du vivant, c'est énorme, quoi. C'est tout ça. Voilà. C'est important d'avoir en tête que tous les êtres vivants qui sont sur cet arbre, ils sont différents, et que nous, on voit des différences à notre échelle, mais il y en a d'autres à des échelles qu'on ne peut pas imaginer et qu'on ne peut pas avoir. Oui. Sur ce diagramme, la taille des triangles est informative sur la quantité de... C'est le nombre d'espèces, enfin de taxons ou de familles qu'il va y avoir à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est les espèces ou si c'est les familles à cette échelle-là. Mais je pense que c'est proportionnel au nombre de familles, qui est lui-même à peu près proportionnel au nombre d'espèces. Environ, en moyenne. Ah oui, j'ai oublié de dire, vous avez le droit de m'interrompre s'il y a des choses qui ne sont pas claires, merci. Après, pour des questions qui ne sont pas trop en lien avec les diapos, sur les ouvertures, ou ce que je pense des choses, ce que Chloé pense des choses, on peut voir après, et ce sera un plaisir de discuter des concepts après. Mais voilà, n'hésitez pas à nous interrompre. Alors, donc maintenant que vous savez ce que c'est, il faut un peu rappeler aussi que la biodiversité, c'est quelque chose d'important. Vous imaginez bien que si tous les êtres vivants existent, c'est qu'ils servent à quelque chose, enfin, c'est qu'ils ont une utilité quelconque, quoi. Je ne peux pas dire qu'ils servent à quelque chose, parce que c'est un peu anthropocentré de voir ça comme ça. Mais la diversité des êtres vivants, ça a plein de fonctions et de rôles dans, dans les écosystèmes. C'est-à-dire, ça va... un rôle fonctionnel, ça va être quelque chose une action que va faire un être vivant dans l'écosystème. Par exemple, un rôle fonctionnel, ça va être, bonjour, la pollinisation, tout simplement, des abeilles, des papillons, des petits oiseaux, des moustiques, des guêpes.
tous ces animaux, ce sont des animaux qui vont polliniser les plantes. Polliniser, c'est aller chercher du pollen dans une plante, l'amener dans une autre et permettre la reproduction sexuée des plantes à fleurs. Bon, ça c'est un phénomène qui se fait naturellement, et en fait il ne se ferait pas s'il n'y avait pas tous les animaux pour le faire. Donc la diversité des êtres vivants, ça permet aussi la diversité des formes de vie et de diverses fonctions dans l'écosystème. La biodiversité, elle a aussi un rôle socio-économique assez marqué. Alors, quand on parle de rôle socio-économique, évidemment, c'est en lien avec les activités humaines, mais si on reprend l'exemple de la pollinisation, si on n'avait pas ces abeilles, ces papillons, ces guêpes pour faire la pollinisation, on devrait le faire peut-être à la main, pour avoir la même, je ne sais pas si on imaginait qu'on devait avoir la même forme de nourriture, par exemple, et bien ça, ce serait un gros problème, je pense, économique. Ça nous coûterait très cher de polliniser tout l'ensemble de notre, je sais pas, des plantes qu'on utilise pour se nourrir, par exemple. Un rôle alimentaire, alors si je garde encore ce même exemple des abeilles qui pollinisent et compagnie, des abeilles et des papillons et tout ça, environ 70% de l'ensemble des cultures sont pollinisées par les insectes pollinisateurs. C'est-à-dire que sans ces insectes pollinisateurs, on enlève 70% des ressources alimentaires, en fait. Ça fait beaucoup si on se rend compte un peu de ça, et c'est des choses qu'on ne pourrait pas remplacer en un clin d'œil. Voilà, c'est juste pour vous dire que c'est important quand même. Ça a un sacré rôle aussi sur la qualité du milieu. La qualité de l'air, la qualité de l'eau, tout ça c'est fait par, entre autres, par des organismes qui vont déjà permettre la présence d'oxygène dans l'air. Ça c'est les plantes qui permettent ça. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait des plantes sur Terre et avant qu'il y ait des choses qui soient capables de fabriquer de l'oxygène, eh bien, on ne pouvait pas imaginer que des formes de vie utilisant l'oxygène existent. Donc, bon, ça fait un peu réfléchir à l'importance des choses qui étaient là avant et qui sont toujours là. Et enfin, il y a un rôle sur la santé et le bien-être humain. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, ça marche beaucoup sur moi. Quand je vais dans la nature et que je vois des forêts pleines d'arbres différents, quand je vois des petits animaux qui gambadent dans la campagne, ça me fait du bien, voilà. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, c'est-à-dire si on n'avait que des systèmes où on avait enlevé toute forme de vie, on serait peut-être un petit peu moins à l'aise que dans le monde dans lequel on est en ce moment. Donc voilà, donc la biodiversité, elle a plein de choses à faire. Une autre chose qu'il faut savoir avant de se lancer dans l'exposé, c'est que on voit souvent des images magnifiques. Je sais pas, ce récif corallien, c'est superbe, et on dit protégeons la biodiversité, protégeons les récifs coralliens qui sont en disparition. Ça, c'est un cas avéré. Mais ce que j'aimerais aussi que vous ayez en tête, c'est qu'il y a plein d'espèces qui servent à plein de choses, et c'est pas forcément celles qu'on médiatise le plus qui sont le plus importantes à préserver. Alors, quand on va regarder les pubs de WWF, on va parler du panda, du jaguar, des choses comme ça. Elles sont importantes, ces espèces. Je ne dis pas que c'est pas important. Mais il y a aussi plein d'espèces dont on ne parle pas et qui ont un rôle très présent dans l'écosystème. Alors là, je vous ai mis un graphique qui est peut-être un peu compliqué, mais juste, c'est des chercheurs qui ont fait une étude très sérieuse sur le rôle fonctionnel de poissons moches et de poissons qualifiés comme jolis au sein d'un écosystème corallien. Alors, les poissons moches, c'est ceux qui sont là. C'est des poissons que les gens, quand ils voyaient deux images de poissons, ils disaient lui il est moche et lui il est joli. Lui il est moche et il est joli. Donc, on a une catégorie de poissons jolis, ici, avec plein de couleurs, un peu petits, un peu fun, qui vivent en groupe et tout. Et on a une catégorie de poissons moches, ils sont gris, ils ont des formes un peu plus saillantes, un peu piquantes, ça donne pas très envie, quoi. C'est moins facile à médiatiser, tout simplement. Et quand on regarde cette courbe, alors cette courbe, c'est la richesse fonctionnelle que les poissons apportent à l'écosystème quand on rajoute au fur et à mesure des espèces. Là, c'est le nombre d'espèces, et là, c'est la richesse fonctionnelle. Donc, si je rajoute des espèces de poissons jolis, donc des poissons qualifiés comme jolis, tac, 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 j'ai cette courbe de richesse fonctionnelle. Et quand je rajoute les poissons moches à l'écosystème, eh ben, on voit que la richesse fonctionnelle, elle est vachement plus grande que quand on n'a que les poissons jolis. Pardon, là, c'est que les poissons moches, et là, c'est que les poissons jolis. Donc, ça fait dire qu'en fait, parfois, on se concentre sur des espèces emblématiques, mais il y en a plein qui servent à plein de choses et qu'on n'a pas forcément en tête que c'est le cas. Ça, ici, c'est la même chose sur un espace de fonction que remplissent les poissons dans l'écosystème. En rose, vous avez l'espace de fonction rempli par les poissons moches, et en bleu, celui rempli par les poissons jolis. Ça parle de soi-même quand même. Enfin, je sais pas, ça fait dire quand même que les poissons moches, ils ont un certain intérêt. Ça sert pas juste à faire des belles photos, quoi, la biodiversité. Voilà, donc ça c'est pour rappeler qu'il y a plein d'espèces qui sont moches, mais en fait il faut aussi penser à les préserver, parce que si on les oublie dans toutes les campagnes de com et tout, ça peut poser des problèmes sur le fonctionnement ensuite des écosystèmes. Je sais pas si vous avez conscience du rôle que les vers de terre ont, notamment en agriculture. S'il n'y avait pas de vers de terre, on se rend compte que quand il y a des sols qui sont très pauvres en vers de terre, on va avoir des rendements mais vraiment
pourri en termes de culture, et en plus on va avoir des sols qui vont s'appauvrir, 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 et au fur et à mesure on ne pourra plus rien cultiver dessus. Voilà, alors bon, il y a des animaux comme ça, j'ai moins un rôle facile à vous donner, mais c'est sûr que, c'est sûr que si on supprimait l'espèce, ce serait un problème aussi. Vous avez un joli rat nu, des champignons et une plante. Voilà. La biodiversité, je vais vous parler juste après. La biodiversité est en crise. Bon. Et ce que j'aimerais qu'on discute un petit peu, c'était comment ça se passait avant. Donc avant, c'est depuis l'apparition de la vie sur Terre, donc c'était il y a à peu près 600 millions d'années. On a vu apparaître des premières cellules qui vont être capables, qu'on appelle des cellules organiques. Okay, c'est ce qu'on met à l'opposé du monde minéral et du monde inorganique. Et donc, ces êtres vivants, qui sont dans le monde organique, ils se sont développés, puis ils sont apparus là, pouc. Puis après, il y a eu une diversification des êtres vivants, et on a eu de plus en plus de familles. Donc les familles, c'est ce qui englobe les espèces, c'est un rang au-dessus de l'espèce. Et on a de plus en plus de familles qui apparaissent au cours de la vie. Au cours du temps, des temps géologiques. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une fluctuation permanente de la biodiversité. Donc il y a des espèces qui apparaissent, des espèces qui disparaissent, tout simplement parce qu'elles sont plus adaptées à un moment donné à un écosystème. Parce que peut-être qu'il y a des arbres qui poussent et qu'en fait c'était une espèce qui ne vivait pas sous les arbres. Ou parce qu'il y a une rivière qui passe et puis qui change son cours et puis qui passe à un endroit. Et donc on ne va plus pouvoir se reproduire avec ceux qui sont de l'autre côté de la rivière et donc l'espèce s'éteint. Ça c'est le cours normal de la biodiversité, enfin du monde vivant. On va avoir aussi des espèces qui apparaissent, qui vont du coup pouvoir s'adapter à un nouveau milieu. Donc vivre sous un arbre, c'était plus facile que vivre sans arbre, des choses comme ça. Et dans les temps géologiques, il y a eu 5 événements majeurs, enfin on en a 5 gros, où il y a eu une crise de biodiversité, c'est-à-dire où environ 75% des espèces animales et végétales ont disparu d'un coup. Alors d'un coup, c'est en quelques millions d'années, okay. C'est pas beaucoup sur cette échelle où on est à plusieurs centaines de millions d'années, quoi. Et la plus récente, c'est celle que tout le monde connaît, j'imagine, c'est la crise des dinosaures. Enfin, c'est la crise du Crétacé-Tertiaire, c'est l'extinction, ce qui a conduit à l'extinction des dinosaures. Voilà. Donc, ce que je voulais vous rappeler, c'est qu'il y a déjà eu des moments où la biodiversité, elle a chuté drastiquement. En plusieurs millions d'années, on garde ça en tête. Et donc, pourquoi on en parle tant que ça aujourd'hui? Parce que on est totalement dans la 6e crise de la biodiversité. Donc on parle de 6e extinction massive. Et cette crise-là, elle serait due, en fait, à l'homme. Alors ça, c'est un article que j'ai pris dans Le Monde, donc c'est médiatisé. Hein. On parle de beaucoup d'espèces qui sont en déclin, des vertébrés, des invertébrés, des plantes. On parle beaucoup des vertébrés quand même. Je ne sais pas si vous voyez, on parle des lions là. Bon, c'est parce que ça parle au public, en général. Et donc, en fait, on est dans un rythme d'extinction des espèces qui est 1000 fois supérieur au taux basal. Le taux basal, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a des espèces qui, naturellement, vont disparaître. Donc, voilà, donc 1000 fois supérieur. Bon, on se dit un petit peu, mais pourquoi? Grâce à l'homme, enfin, à cause de l'homme. Voilà, donc on est en fait dans le taux de disparition le plus rapide de biodiversité depuis l'extinction des dinosaures. Alors ça date pas d'hier. Hein. Le mammouth, s'il n'est plus existant sur Terre, c'est parce qu'il a été chassé trop abondamment par l'homme, puis son habitat a été restreint, jusqu'à ce qu'il puisse plus finalement avoir d'endroit où se réfugier, tout ça. Et donc l'espèce est éteinte. Okay, mais c'est quand même l'homme qui est responsable du mammouth, ça fait... bon, je vais dire n'importe quoi si je dis un chiffre, donc ça fait quelques milliers d'années. Et le dodo, ça c'est plus récent, c'était il me semble c'était au XVIIe siècle, où il y a la colonisation des différentes îles, et le dodo c'était une espèce qui vivait sur l'île Maurice, et quand les hommes sont arrivés, ils sont mis à chasser le dodo, puis en fait ils l'ont même plus tant chassé que ça, mais c'est un animal qui n'avait pas peur de l'homme, donc qui n'avait pas appris à se défendre, et puis qui était chassé du coup par tout ce que les hommes avaient ramené, les chats, les cochons. Le cochon sauvage est une des raisons de l'extinction du dodo. Mais le cochon sauvage a été ramené par l'homme. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, c'est un gros problème, et si le dodo c'était il y a 400 ans, mais en ce moment on a tellement d'espèces, et chaque jour on en entend un peu. Récemment, il y a eu le dernier rhinocéros de je sais plus quel endroit, qui était présent dans un zoo, puis il est mort, puis ben voilà, ça y est, c'est fini. Donc une espèce en moins. C'est un peu pessimiste ce que je dis, mais ça va aller. Hein. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit, ça date pas d'hier. Ça fait quelques années quand même que plusieurs entités ont décidé de réfléchir à ce problème. En 1992, il y a eu le sommet de la Terre à Rio. Le sommet de la Terre, c'était la première occasion de se réunir sur le plan international entre tous les pays et de se dire, bon, ok, là on a un problème,
l'homme a des activités qui ont un impact sur l'environnement de manière générale. Et l'idée de ce sommet, c'était de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire et ne pas faire par rapport à toutes les questions environnementales. Donc la biodiversité en faisait partie. C'était pas le gros sujet du sommet de Rio, mais c'était quand même la première fois qu'on a évoqué le fait qu'il fallait protéger peut-être la biodiversité, parce que finalement ça avait un certain intérêt. Et la même année, à Nairobi, est née la première convention sur la convention sur la diversité biologique, qui a été signée par un certain nombre de pays, la plupart. Mais en fait, voilà, ça fait 26 ans que ça s'est passé, et on est toujours dans le problème de la crise de la biodiversité, donc peut-être que ça n'a pas été un si grand succès. Donc on va vous expliquer avec Chloé pourquoi, comment ça se fait. Donc voilà, Chloé va vous présenter dans une première partie comment la biodiversité et les écosystèmes fonctionnent, parce qu'avant de savoir quoi en faire, il faut d'abord avoir une idée de comment ça fonctionne. Ensuite, on vous parlera de ce qui se passe quand l'homme arrive dans tout ça. Voilà. C'est pas toujours très optimiste comme chose, mais ça va être intéressant, j'espère. Et ensuite, on va vous parler de ce qu'on peut faire pour préserver la biodiversité et pour essayer de sauver un peu cette crise. Voilà. Vous avez des questions? Ouais, non, on a dit à la fin. Donc tout d'abord, pour comprendre qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour protéger potentiellement la biodiversité, il va falloir comprendre comment ça fonctionne dans les écosystèmes. Parce qu'il y a eu plusieurs politiques qui ont été envisagées par les sociétés, donc par exemple la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées ou du loup dans les Alpes, mais on ne sait pas ce que ça va changer. Donc premièrement, je vais vous expliquer un peu comment ça marche pour qu'ensuite vous puissiez comprendre qu'est-ce que ça change quand on fait certaines politiques. Donc déjà, vous avez un peu une idée de ce que c'est qu'un écosystème, je pense, par ce qu'on appelle les biomes terrestres. Donc c'est des espèces de grandes régions biogéographiques qui sont définies en fait par des conditions climatiques particulières et qui engendrent des conditions écologiques. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir des communautés de plantes et d'animaux qui vont être adaptés à ces conditions climatiques et qui donc vont se retrouver dans différents endroits de la planète. Donc par exemple un biome, ça va être la forêt tropicale qui va donc être définie par ses particularités climatiques et vous allez pouvoir en avoir aussi bien sur le continent américain que sur le continent africain avec le même type de communautés d'animaux et de plantes et de bactéries qui sont adaptées. Donc on a par exemple la même chose pour les déserts secs comme le Sahara ou en Australie, c'est le même type de grand biome. Donc plus précisément, un écosystème, de quoi c'est composé? Donc ça va être composé d'un milieu qui va être caractérisé par des caractéristiques physiques et des êtres vivants qui l'habitent. Donc le milieu, on va avoir différentes caractéristiques, donc il va y avoir l'eau. Donc l'eau c'est à la fois l'eau qui tombe du ciel, donc la pluie. Est-ce qu'on est dans une région proche des tropiques où on va avoir des fortes pluies? Une question aussi de saisonnalité, est-ce qu'il va pleuvoir sur toute l'année ou plutôt à certaines périodes? Et aussi l'eau qui se trouve naturellement dans le milieu, donc quand c'est la mer ou l'océan, il y a de l'eau. Quand il y a une rivière qui passe dans une montagne ou dans une forêt, ça va changer les choses. Le sol, ça va être la composition du sol, donc la composition en ions minéraux. La composition aussi, est-ce que c'est du sable, est-ce que c'est de la roche dure sur laquelle c'est plus difficile pour une plante de pousser, comme vous pouvez l'imaginer, ce genre de choses. La lumière, ça va être donc la lumière du soleil. Vous savez que l'énergie lumineuse, elle est utilisée beaucoup par les plantes pour produire la matière organique. Donc est-ce que si on est dans une forêt dense, il va y avoir beaucoup moins d'accès à la lumière quand vous êtes dans le sous-bois? Si vous êtes exposé sur la face sud ou nord d'une montagne, pareil, il va y avoir des conditions lumineuses différentes. La température, pareil, quand vous êtes à différentes latitudes, aux tropiques ou sur les pôles, il ne va pas y avoir la même température. Et pareil, les variations, c'est très important. Donc dans les déserts, on va avoir des très fortes températures pendant la journée, mais ça va avoir de gros contrastes avec la nuit, alors qu'il va y avoir des régions dans des écosystèmes où on va avoir une température beaucoup plus constante. Et ça aussi, ça va beaucoup faire varier le type d'espèce qui peut y vivre. Et enfin, l'air, ça va être la composition, notamment en oxygène, qui va dépendre aussi par exemple de l'altitude en montagne. Plus vous montez en altitude, moins il y a d'oxygène. Et donc les êtres vivants qui y habitent, donc les plantes, les animaux, les bactéries, les archées, tout ça, qui sont adaptés à ces conditions climatiques-là et qui vont varier au cours du temps. Donc comment, dans tout ça, on qualifie et on mesure la biodiversité? Donc on va avoir ce qu'on appelle des indicateurs de biodiversité qui vont nous donner des informations sur la richesse spécifique, ça veut dire le nombre d'espèces en fait, et l'abondance de ces espèces qui varient dans le temps et dans l'espace. Donc on va avoir l'indicateur le plus simple, on va dire, c'est la diversité alpha. Donc en fait, on va définir une région, une parcelle, et on va compter le nombre d'espèces qui s'y trouvent. Donc là, si vous avez ma petite parcelle, chaque symbole, c'est un type d'espèce, puis après, il va y en avoir qui sont plus ou moins abondantes. Donc là, on va définir que la diversité alpha, elle est de 5. Donc c'est important aussi, quand on fait des calculs plus poussés de la diversité, de prendre en compte l'abondance relative.
Parce que vous imaginez bien que si vous êtes dans votre cuisine, vous avez un frigo avec tout ce qu'il faut par exemple pour faire des crêpes, donc de la farine, des œufs, du sucre, mais que vous avez énormément de farine et puis juste un œuf et 10 grammes de sucre, bah, ça ne va pas être aussi bien que si vous avez de tout dans la même quantité. Donc les écosystèmes qui vont être avec une richesse spécifique équilibrée, ça va être plus intéressant que ceux où on va avoir des très grosses disparités. Ensuite, on va avoir la diversité bêta, qui est le taux de remplacement des espèces. Donc en fait, ça va être la différence entre plusieurs régions. Donc là, je vous ai mis 2 autres parcelles, donc avec certaines espèces en commun avec la première, d'autres non. Donc vous avez donc le alpha ici qui vaut 3, la 5. Et en fait, le bêta, on va calculer combien il y a de différence entre les deux parcelles. Donc ici, on va avoir, donc le rond c'est le même, par contre l'étoile elle n'y est pas, la lune non plus, ça fait 2. Le triangle n'y est pas, lui non plus, enfin bref. Donc du coup, il va y avoir 6 de différence. Alors qu'entre ces deux-là, où vous pouviez vous dire au premier abord qu'il y avait plus de diversité dans la 1 et la 3, en fait, si vous regardez bêta, bah, il se trouve que non, parce que la plupart des espèces, elles sont en commun. Donc si jamais on devait, dans une politique de conservation, en choisir par exemple 2, finalement, ce serait peut-être plus intéressant de garder ces deux-là, parce qu'en termes d'espèces, on en aurait plus que si on gardait les 2 extrêmes. Pardon. Et enfin, il y a la diversité gamma, qui est la diversité globale. Donc en fait, vous prenez toute la région, enfin toutes les régions confondues, et vous comptez le nombre d'espèces. Donc ça revient en fait à faire la somme d'alpha et bêta. Ensuite, donc toutes ces espèces, comme vous l'imaginez, il va y avoir des interactions entre elles. Donc aussi bien entre les plantes et les animaux qu'avec les bactéries, tout ça. Et ça va permettre de produire de la biomasse. Donc il faut savoir qu'on fait la différence entre la matière minérale, qui est seulement des ions et des minéraux qui sont présents naturellement dans le sol ou dans l'air pour l'oxygène, et la matière organique, qui est composée donc, de carbone chez nous, et qui nous compose en fait. Et donc, on va avoir ce grand schéma global qui s'applique à tous les écosystèmes. Et après, on va voir un peu comment ça se passe plus précisément. Donc en premier, on va avoir les producteurs primaires. On dit qu'ils sont autotrophes. Donc, alors en fait, ça veut dire que pour produire de la matière organique, ils ne vont pas avoir besoin de matière organique préexistante. Donc les autotrophes, ils vont utiliser seulement de la matière minérale qui se trouve dans le sol et la lumière du soleil pour réaliser la photosynthèse et produire leur matière organique. Donc il faut savoir qu'on a tous besoin de produire de la matière organique au cours de notre vie, aussi bien que ce soit pour grandir. Donc entre le moment où vous êtes enfant et vous êtes grand, vous imaginez bien que vous avez des organes qui ont grandi, vous avez plein de peau en plus. Donc il a fallu produire ces cellules, cette matière. Donc pour ça, vous avez besoin de manger. Donc les plantes, c'est pareil, elles ont besoin de fabriquer de la matière organique. Et après, il y a aussi, quand vous êtes déjà à l'âge adulte et à votre taille normale, si vous vous blessez, par exemple, que vous avez une cicatrice, bah, pour refermer la peau, il faut reconstruire de la peau, il faut reconstruire des cellules. Donc c'est pareil, on a toujours besoin de fabriquer de la matière organique au cours de la vie. Et donc, les plantes, elles n'ont pas besoin de matière organique préexistante. Elles utilisent juste la matière minérale et l'énergie lumineuse. Après, on va avoir les consommateurs, primaires et secondaires, qui eux sont dits hétérotrophes. Donc eux, ils ont besoin de matière organique préexistante pour fabriquer la leur. Donc en fait, ils vont manger de la matière organique, ils vont la découper en plein de petits morceaux et ils vont la réutiliser pour créer leur propre matière organique. Donc on dit consommateurs primaires, ce sont ceux qui mangent les producteurs primaires, et les secondaires, ils vont manger les consommateurs primaires. Et enfin, on a les décomposeurs du sol. Donc ça va être plein de petits animaux et de champignons qui se trouvent dans le sol et qui vont en fait reminéraliser la matière et qui vont permettre de revenir au départ. Donc ils vont prendre la matière organique, ils vont en garder une partie pour fabriquer leur propre matière organique, et l'autre partie, ils vont la déconstruire et en redonner de la matière minérale qui va se retrouver dans le sol. Donc là, je vous ai pris l'exemple de la forêt tropicale un peu pour que ce soit plus concret. Donc dans la forêt tropicale, les producteurs primaires, c'est les arbres, les plantes herbacées, toutes les plantes qui réalisent la photosynthèse. Ensuite, les consommateurs primaires, ça va être les herbivores, donc ceux qui mangent les plantes. Les consommateurs secondaires, c'est les carnivores, donc ils vont manger les herbivores. Et les décomposeurs, donc il y a plein de petites choses différentes, plein de champignons, des insectes et des bactéries, principalement. Pardon, oui. Et tous les trois que vous avez présentés là, au tout début, archées, machin, chaque être vivant est forcément dans une des trois catégories. Là où il y en a d'autres qui sont là. Je veux dire les trois grands groupes. Ouais, les archées, toutes les... On a des bactéries qui réalisent la photosynthèse, oui, donc ils se trouvent là-dedans, et des eucaryotes aussi, puisque les plantes sont des eucaryotes. Pour les archées, je ne sais pas trop, mais j'imagine que oui. Il y en a qui font la photosynthèse. Ouais, je pense. Enfin, en tout cas, ils font la chimiosynthèse, c'est un petit peu différent, mais ça ressemble très fortement. Ils n'ont pas besoin déjà de matière organique, en tout cas. Donc les trois se trouvent là-dedans, et du coup, les trois se trouvent aussi là-dedans. Par contre, les décomposeurs, oui, bah, il y a aussi des bactéries et des eucaryotes, donc ouais. Les trois grands groupes peuvent se retrouver dans les trois catégories.
Alors ensuite, on va aller un peu plus précisément dans le type de relations qu'on observe. Donc il y a les relations trophiques. Donc trophique, ça veut dire lié à la nourriture, donc à se manger, quoi. Donc on a la relation proie-prédateur, donc la plus basique, dont vous avez sûrement entendu parler. Donc il y a Lotka-Volterra qui ont modélisé un peu avec des équations les dynamiques que ça pouvait engendrer entre la population de proies et la population de prédateurs. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien, mais donc en rouge on a les proies et en vert les prédateurs. Et donc en fait on va avoir dans le temps la variation de la population qui vont être interdépendantes. Donc quand il va y avoir beaucoup de proies, enfin que la population de proies va grandir, ça va avec un petit décalage de temps faire grandir la population de prédateurs puisqu'ils vont pouvoir manger plein de proies, donc ils vont se reproduire, ils vont grandir, ils vont être très nombreux. Et puis on va arriver à un moment où comme il y aura beaucoup de prédateurs, la population de proies va chuter puisqu'ils seront trop de prédateurs à manger les mêmes proies et donc elles seront plus assez nombreuses pour se reproduire. Et donc comme ça on va avoir des variations cycliques entre les deux populations. Un autre type de relation trophique, c'est le parasitisme. Donc là, c'est un petit peu différent parce que ce qu'on va appeler le prédateur, en fait, c'est le parasite. Et il ne va pas vraiment tuer sa proie, qui va être appelée l'hôte, mais il va tirer profit d'elle, à la fois pour se nourrir, et ou se reproduire, et ou se protéger. Et ça peut arriver à la fin qu'il tue l'hôte, mais ça va mettre beaucoup plus de temps. Donc par exemple, là, on a des termites qui habitent dans un arbre. Donc en fait, elles vont réussir à digérer la cellulose pour se nourrir. Donc la cellulose, c'est ce qui compose l'arbre, mais ce que très peu d'espèces vivantes arrivent à digérer dans le monde du vivant. Mais les termites y arrivent. Et donc petit à petit, en fait, ça va détruire l'arbre et finir par le tuer, mais sur un temps très long. Pas aussi rapide qu'un lion qui chasse une gazelle, quoi. Et ensuite, on va avoir d'autres types de relations, beaucoup plus subtiles, entre guillemets, entre deux partenaires, qui vont avoir des effets différents. Donc là, vous avez l'effet que ça a pour l'espèce B, l'effet que ça a pour l'espèce A. Donc ce qu'on vient de voir, nous, c'était prédation-parasitisme. Donc ça va être positif pour l'un, négatif pour l'autre. Donc le prédateur, lui, c'est positif, il se nourrit, il se reproduit. Et pour la proie, par contre, c'est négatif, parce qu'elle se fait manger, donc elle meurt. Donc ensuite, on va avoir positif pour les deux. C'est ce qu'on appelle le mutualisme ou la symbiose. Donc Benoît va vous en parler la semaine prochaine pour plus de détails, mais très rapidement. Donc c'est l'exemple un peu des pollinisateurs et des fleurs dont vous a parlé Clara avant. Donc en fait, il va y avoir l'abeille par exemple, qui va venir se nourrir du nectar de la fleur. Il va y avoir du pollen de la fleur qui va se déposer sur son abdomen. Et ensuite, quand elle va aller visiter une autre fleur, elle va déposer ce pollen sur le pistil de la fleur et lui permettre de se reproduire. Donc on voit bien qu'il y a une coopération entre les deux. L'abeille, elle est contente, elle se nourrit, ça ne lui apporte pas de désavantage de transporter le pollen. Et la plante, elle, en échange de la nourriture pour l'abeille, ça lui permet de se reproduire en fait. Et ensuite, on a d'autres types de relations, donc par exemple le commensalisme, où c'est positif pour l'une des espèces et neutre pour l'autre, donc ça ne lui apporte ni avantage ni inconvénient. Donc c'est le cas des épiphytes ici que je vous ai présenté. Donc les épiphytes, c'est ces plantes-là qui en fait ont besoin d'un support pour grandir. Donc elles vont se poser sur un arbre et elles vont grandir dessus, mais elles ne puisent pas leurs ressources dans l'arbre, donc elles ne vont pas affecter l'arbre. L'arbre, il est là juste comme support. Si jamais on avait mis un poteau électrique, ce serait pareil, l'épiphyte, elle pourrait grandir sur le poteau électrique. Ça ne désavantage pas l'arbre, donc c'est neutre pour lui. Et par contre, l'épiphyte, elle a vraiment besoin d'un support, donc elle est très contente que l'arbre soit là. Ensuite, on a donc d'autres types. L'amensalisme, donc c'est quand c'est négatif pour l'un et neutre pour l'autre. Et après, on a la compétition. Donc la compétition, je vous montre, c'est ici. Donc c'est quand c'est négatif pour les deux. Alors on a deux types de compétition, intra et interspécifique. Donc interspécifique, ça veut dire entre deux espèces différentes. Et intra, c'est au sein de la même espèce. Donc là, on a un exemple de compétition intraspécifique. Donc on a deux mâles de la même espèce qui vont se battre, donc compétiter, pour l'accès à la reproduction. Donc les femelles, elles vont vouloir choisir le mâle qui a le meilleur génome en fait, pour assurer une meilleure descendance. Et donc on va avoir des combats comme ça de mâles qui vont essayer de prouver qu'ils sont les meilleurs pour que la femelle les choisisse. Et là, on a un type de compétition intraspécifique, donc entre la girafe et la gazelle. Elles mangent la même plante, donc toutes les deux, elles vont être en compétition dans l'écosystème pour se nourrir, mais elles n'appartiennent pas à la même espèce. Et ce type de compétition pour l'accès aux ressources, il est aussi valable au sein d'une même espèce. Évidemment, si on a deux gazelles, elles vont aussi manger la même plante et sur le même écosystème. On va avoir des luttes pour ça, mais il y a aussi des compétitions, des coopérations au sein d'une même espèce. Des fois, les groupes d'individus vont s'aider à trouver de la nourriture ensemble. Et quels sont donc les effets de ces interactions sur la structure des populations et de l'écosystème en général? Donc, comme on l'a vu tout à l'heure avec Lotka-Volterra, on va avoir des modifications démographiques, c'est-à-dire en nombre d'individus dans la population. Ça va varier en fonction des interactions. Donc, pour la prédation, c'est évident. Pour la coopération, donc l'histoire de l'abeille et les fleurs, on voit bien pareil que s'il n'y a plus d'abeilles, les fleurs peuvent plus se reproduire et donc du coup, on va avoir moins de plantes à fleurs.
Et ensuite, on va avoir une modification aussi des niches écologiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une niche écologique? C'est en fait l'ensemble des conditions dans lesquelles une espèce peut vivre. Donc là, par exemple, vous avez la niche écologique de l'espèce 1. Sauf que le problème, c'est que si jamais il y a une espèce qui peut vivre dans tel environnement, si jamais on lui rajoute 2 autres espèces qui ont leurs conditions qui se superposent, elle ne va pas pouvoir être au top de sa niche, on va dire. Et donc, on va appeler ça la niche réalisée, donc c'est le petit carré jaune que vous voyez là, qui n'est pas aussi grande que la niche potentielle, qui était le grand cercle qu'on avait là. Et donc là, je vous ai donné un exemple pareil dans notre forêt. Donc si vous voyez, donc là, il y a du lichen, et ici, il y a de la mousse. Donc tous les deux, ils vont avoir des conditions pour pouvoir se développer particulières. Donc la mousse, elle a besoin de beaucoup d'humidité, donc il ne faut pas qu'elle soit trop haut sur le tronc. Le lichen, par exemple, s'il a besoin de plus de lumière, il faut qu'il soit un peu plus haut. Mais le lichen, potentiellement, il pourrait descendre jusque-là, et la mousse, elle pourrait monter jusque-là. Mais le fait qu'ils soient tous les deux en compétition sur le même endroit, ça va faire que leurs niches réalisées, elles vont être réduites. Donc par rapport au grand cercle, on va arrêter le lichen ici et la mousse là. Ça va, c'est clair? Donc on va faire un petit jeu. Est-ce que vous avez une idée du type d'interaction qu'il y a entre ces espèces que je vous ai présentées là? Donc là, on a l'humain et les bactéries intestinales. Donc dans toutes les interactions que je vous ai présentées, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs qui vous semblent cohérentes? Les non-biologistes d'abord. Symbiose. Ouais, la symbiose. C'est-à-dire qu'elles servent à quoi les bactéries dans l'intestin? Voilà, très bien. Est-ce que vous voyez un autre type de relation? Il peut y avoir des parasites. Ouais, très bien. Il peut y avoir aussi du parasitisme. Il y a certaines bactéries qui sont mauvaises, entre guillemets, et qui nous rendent malades. Ensuite, les coraux. Est-ce que vous savez ce que c'est que les coraux? C'est entre les coraux et quoi? C'est juste les coraux, en fait. Les coraux en elles-mêmes, la structure. C'est des espèces de squelettes, je sais pas quoi. Ouais. Mais les coraux, en fait, c'est une symbiose entre un animal qu'on appelle un cnidaire et du phytoplancton. Donc, c'est un plancton plante, on va dire. Donc là, vous avez des fourmis et une cigale. Commensalisme. Comment ça? Pas tout à fait. On pourrait penser ça avec la fable de La Fontaine où elles s'entraident. Mais en fait, c'est de la prédation. Donc là, les fourmis sont en train de manger la cigale. Et enfin, on a différents arbres là dans un sous-bois. Ouais. Ouais, alors il n'y a pas... La symbiose, elle est plus au niveau de champignons qui sont sous terre. Donc là, on ne voit pas, mais c'est vrai qu'ils sont quand même en symbiose avec ça. Et donc là, ouais, c'est un exemple de compétition. Donc comme on l'a dit, je reviens juste un peu sur la compétition. Il y a à la fois la compétition entre les différentes espèces, donc qui luttent par exemple pour l'accès à la lumière. Les arbres qui vont être très hauts, ils vont empêcher les arbres qui sont encore très bas d'avoir accès à la lumière et donc de pouvoir réaliser la photosynthèse pour grandir. Et on a aussi de la compétition au sein d'une même espèce, où en fait les arbres vont mettre dans le sol, grâce à leurs racines, des toxines qui vont empêcher que dans un certain espace, des arbres vont pouvoir s'implanter. Donc ça leur permet de garder un espèce d'espace vital autour d'eux. Bravo! Et enfin, quelles sont les dynamiques en jeu du coup avec ces interactions-là? Donc un truc qui est intéressant sur la mise en place d'un écosystème, c'est qu'on va avoir en fait plusieurs étapes dans le temps. Donc on a vu qu'il y avait des différences spatiales, mais aussi beaucoup de différences temporelles. Donc on va passer en fait d'un stade pionnier, donc que vous voyez là, c'est juste du sol nu, jusqu'à une forêt, en passant par différentes étapes. Donc on va avoir d'abord seulement des mousses, par exemple, qui vont se mettre au sol, qui vont permettre de retenir certaines matières minérales, de l'eau, tout ça, et qui vont ensuite permettre à en fait, des graines qui vont être disséminées par le vent ou par des oiseaux ou des insectes de plantes herbacées de s'implanter. Donc là, il va y avoir des plantes un peu plus hautes, puis des buissons, des arbres. Et en fait, à chaque fois, le fait qu'il y ait eu les espèces avant pour modifier la structure du sol, tout ça, ça va permettre progressivement d'avoir des espèces plus complexes qui s'installent. Et de même, il va y avoir des interactions qui vont se mettre en place entre les différentes plantes, mais aussi entre du coup, les animaux qui vont pouvoir venir pour manger les herbes, pour manger l'arbre, pour s'abriter dans l'arbre, tous les oiseaux, tout ça. Donc on va avoir vraiment une variation temporelle grâce à ces interactions entre les différentes espèces. Et une autre notion qui est importante, surtout quand on parle de la crise de la biodiversité, c'est la notion de résilience d'un écosystème. Donc on en parle pas mal dans les médias, mais souvent pour dire un peu n'importe quoi. Donc la résilience, c'est en fait le principe qu'on a un écosystème qui va subir un choc, donc soit une catastrophe naturelle, soit une catastrophe d'origine humaine.
et qui va ensuite devoir se remettre de ce choc. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un incendie dans une forêt. Donc si jamais vous avez un incendie qui est déclenché, donc soit par la foudre, soit par une cigarette qui a été laissée tomber, on va avoir donc tous les arbres qui vont être brûlés, le sol qui va être carbonisé, et on va repartir un peu en fait à un stade initial qui va être le tapis herbacé. Donc d'abord le sol nu, comme on a vu le stade pionnier, et il va falloir en fait reconstruire l'écosystème comme si on partait de rien. Et selon les conditions, on ne va pas forcément réussir, en fait, après avoir l'absorption du choc, à revenir à l'état initial. Parfois, on arrive à un état qui stagne, à un état de complexité en dessous de ce qu'il y avait avant. Et c'est ce qu'on appelle la résilience. Donc un écosystème résilient, c'est celui qui va réussir après un choc et au bout d'un certain temps à retrouver son état initial avec autant de biodiversité, autant d'interactions entre elles. Et un écosystème partiellement résilient, c'est qu'il ne va pas réussir à atteindre ce niveau de complexité et il va rester à un stade plus précoce, on va dire. Donc voilà, on a vu comment ça marchait un peu les écosystèmes, les différentes interactions qu'il y avait. Et donc maintenant, Clara va vous présenter qu'est-ce qui se passe quand l'homme arrive, qu'est-ce qui change volontairement ou involontairement. Merci. Alors, vous avez bien compris comment ça fonctionnait maintenant. Et je reviens juste rapidement sur la 6e extinction massive. Ici, vous avez une figure d'un article scientifique qui a été publié donc en 2015, il n'y a pas si longtemps que ça, qui montre en fait la différence entre le taux basal d'extinction des espèces, celui dont je vous parlais tout à l'heure, et le taux qu'on enregistre actuellement, enfin depuis les années 1500-1600 jusqu'à nos jours pour les vertébrés. Alors la courbe verte, c'est la courbe moyenne des vertébrés, et les courbes bleues, roses et jaunes, c'est les courbes de différents groupes de vertébrés. Voilà, donc si on regarde, là c'est à peu près 10 fois plus grand. Et là c'est en fait une centaine de fois plus grand que le taux basal. Je sais pas vous, mais moi ça m'alarme beaucoup, ce genre de graphique. Alors je veux un peu comprendre comment on peut en arriver là. C'est-à-dire que tout ça, déjà, c'est dû aux activités humaines, quoi. C'est pas des choses qui sont naturellement présentes. Donc voilà, on va essayer un peu de savoir pourquoi ça fait ça. Oui. Tu veux que j'explique les différences des deux courbes? Non. Juste la courbe basale. Oui. C'est pour quel type d'espèce? C'est une moyenne de tout? C'est une moyenne du taux d'extinction basale des vertébrés. En fait, c'est un taux cumulé ici. C'est-à-dire que c'est à peu près, alors le taux d'extinction moyen des espèces, c'est de 0,1 à 1 espèce par 10 000 espèces par 100 ans. Voilà, c'est l'unité qui est employée. Et là, on a un taux qui est donc à peu près 100 fois supérieur. C'est-à-dire, au lieu de 0,1 à 1 espèce, on est plutôt à 100 espèces qui vont disparaître pour 10 000 espèces en 100 ans. Voilà. C'est la courbe verte qu'on va comparer à la courbe en principe. Si on prend tous les vertébrés, c'est la courbe verte. Ouais. Et si on prend juste les mammifères, c'est ceux qui sont le plus sensibles aux activités humaines. Enfin, parmi les vertébrés, c'est les mammifères et les oiseaux qui sont le plus sensibles aux activités humaines, donc c'est eux qui vont avoir le plus haut taux d'extinction. Peut-être que leur courbe basale est plus élevée aussi. Non, la courbe basale, elle est établie pour tous les vertébrés pareil. Alors, ouais, peut-être qu'il s'étonnerait. La courbe basale, elle existe pour toutes les espèces, en fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir des espèces qui ont tendance à disparaître plus rapidement que d'autres en fonction de leur type. C'est sûr. Mais du coup, la courbe verte, elle nous donne quand même un assez bon indice de la différence, ouais. T'avais une question? Ah non, c'est mesuré. En fait, c'est les chercheurs, ils ont compté, ils ont fait un travail pas mal historique de toutes les espèces qui ont disparu depuis 1500, des années 1500. Donc ils ont pris des revues, ils ont utilisé des fossiles, des trucs comme ça. Celle-là? Du coup, c'est ce petit taux-là. C'est à la base, au début, ils ont mis le taux basal. Et chaque année, du coup, tu perds 0,1 espèce par 100 ans, donc tu perds un petit peu. Donc c'est pour ça qu'elle monte. Ce chiffre, il a été calculé depuis... en fait, ils ont pris les extinctions qui se passent depuis des fossiles, en gros. Depuis le début, c'est quand on a vu la courbe du monde vivant qui se diversifie en famille. De là, ils ont aussi des espèces qui disparaissent. Et tu peux en fait, tu le regardes en fonction des espèces qui ont disparu à certains moments. C'est-à-dire on les retrouve dans des couches géologiques, puis ensuite on les retrouve plus. Donc on suppose que l'espèce, elle existait à un instant et pas à un autre. Voilà. Ça va, c'est clair? C'était peut-être... ok. Et s'il y a deux courbes, c'est parce que ça, c'est la sous-estimation. Enfin, c'est une estimation, et ça, c'est une estimation un peu plus grande, c'est si on met les espèces ici, qui ont potentiellement disparu, c'est-à-dire on n'est pas sûr qu'elles soient disparues, et c'est les espèces qui sont plus existantes dans la nature. Donc ici, on n'a que les espèces dont on est sûr qu'elles soient disparues,
Et on ne prend pas en compte les espèces qui restent 1 ou 2 exemplaires dans des zoos, par exemple. Donc celle qui se rapproche plus de la réalité, en fait, c'est celle-là, a priori. Voilà, et c'est pas la même échelle, donc ça monte encore plus haut. Enfin bon, moi ça me fait un peu peur ce graphe, donc on va essayer de voir un peu pourquoi on en arrive là, quoi. Alors, quand on regarde un petit peu les causes à la crise de la biodiversité, il y en a 5 qui sont identifiées comme majoritaires. On va avoir la surexploitation des ressources. Alors ça, c'est par exemple la surpêche, un exemple qu'on entend assez régulièrement. Les espèces envahissantes, c'est dans des cas où une espèce va prendre une grande place dans un écosystème où elle ne devrait pas être. On va avoir la destruction des habitats, c'est le cas de la déforestation, de la construction d'une route, des choses comme ça. La pollution de milieu naturel, c'est ici, c'est rajouter des choses qui n'existent pas a priori dans l'écosystème, ou alors qui existent, mais pas en telle quantité. Donc c'est changer la composition plutôt chimique de l'écosystème. Et on va voir les changements climatiques. Cette image elle est un peu bidon, mais c'est tous les changements climatiques qui ont des effets sur la biodiversité. Voilà, donc on va les voir petit à petit. Tout ça, ah oui, j'ai oublié de dire, tout ça c'est nous. Voilà, c'est l'humain, voilà, tous. Il n'y en a pas un qui ne soit pas l'humain. Voilà. Donc c'est ce que j'appelle les pressions anthropiques, ce que tout le monde appelle les pressions anthropiques. Et j'en ai défini 2 catégories. Les pressions directes de l'humain sur la biodiversité. Donc ça c'est par exemple, je prends une espèce, un individu d'un endroit, et je vais agir sur la biodiversité parce que j'enlève cet individu. Ou alors je détruis carrément l'habitat, puis l'individu n'est plus là. Et on a aussi les pressions indirectes, c'est l'homme qui va jouer sur des facteurs environnementaux qui vont avoir eux un effet sur la biodiversité. Donc ça c'est un peu plus sournois, on s'en aperçoit pas nécessairement, et surtout ça a un effet qui est parfois à retardement, donc on ne le voit pas de manière évidente au premier abord. Voilà, donc ça va être tout ce qui concerne les changements climatiques, la pollution des milieux naturels, et voilà. Plus en détail, si on revient sur la suppression d'une espèce dans un milieu. Ici j'ai un exemple très simple de chaîne alimentaire, donc Chloé vous a montré que c'était beaucoup plus complexe que ça, mais je reviens juste là pour vous montrer à quel point, même dans un truc très simple, ça peut causer des dégâts catastrophiques. Justement, dans des systèmes simples, ça pose encore plus de dégâts. C'est-à-dire que si on supprime une espèce, typiquement, je sais pas, si on supprime la poule d'eau, et qu'on la chasse, parce que c'est bien à chasser, parce qu'on veut se nourrir d'une manière ou d'une autre, donc on chasse la poule d'eau. Donc si j'ai plus de poule d'eau, il n'y a plus rien qui mange la libellule. Bon, c'est pas grave, la libellule, elle peut vivre tranquille son petit cycle. Donc la libellule, elle va manger, comme elle est très en pleine croissance, elle va manger tous ces animaux là qui vivent au fond de l'eau. Donc ça, il n'y en aura plus. Hop. Donc les escargots, ils seront plus mangés par personne. Bon, finalement, c'est pas plus mal pour les escargots, il y en aura plein. Et les escargots, ils vont manger toutes les plantes, mais au bout d'un moment, il y aura moins de plantes. Bon, alors, si on prend un peu de recul tout ça, en fait, quand on supprime une espèce, on a des conséquences sur toute la chaîne alimentaire de cette espèce-là. Alors ça, c'est dans un réseau simple, où au final, il n'y aura plus de plantes, donc en fait, il n'y aura plus d'escargots, puis il n'y aura plus de ça, puis il n'y aura plus de ça, puis il n'y aura plus personne. Et puis l'aigle aussi va mourir parce qu'il n'aura plus rien à manger. Donc ça, heureusement, ça ne se passe pas exactement comme ça. Donc il y a beaucoup d'interactions, ce qui fait que si on enlève la poule d'eau, il y a peut-être le canard colvert qui va arriver et qui va prendre la place de la poule d'eau. Mais ce canard, il n'aura pas nécessairement les mêmes fonctions que la poule d'eau, c'est-à-dire qu'il ne va peut-être pas manger autant de libellules, ou alors il ne va pas les manger au même moment. Et donc finalement, ça aura des conséquences quand même sur la chaîne alimentaire et sur la constitution du réseau. Donc une espèce supprimée, c'est déjà une niche écologique libérée, c'est ce que Chloé vous disait, donc qui va pouvoir être prise par quelque chose d'autre, par exemple le canard, et ça va avoir des conséquences sur l'ensemble de la chaîne alimentaire et l'ensemble des fonctions dans l'écosystème. Je vous montrais tout à l'heure les poissons moches et les poissons vivants. Si on enlève un poisson moche, ça aura des conséquences aussi sur l'ensemble de l'écosystème puisqu'il remplit des fonctions. Voilà, et ça c'est le cas quand on surexploite une espèce, c'est en fait ce qu'on fait. On déséquilibre comme ça les relations qu'il y a dans l'écosystème et on va un peu perturber le monde vivant. Voilà, c'était clair ? Je sais pas. Ça se passe aussi quand on rajoute une espèce dans la chaîne alimentaire, dans l'écosystème. Alors l'introduction d'espèces, c'est quand on prend une espèce, voilà, comme ce monsieur à moto, il a pris, disons, quelques représentants d'une espèce d'oie, et il les amène d'un point A à un point B, et au point B, l'espèce, elle n'était pas présente. Donc on va introduire une nouvelle espèce dans un écosystème où elle n'existait pas. Ok, bon, a priori, si on se dit, oh, bah, c'est pas très grave, finalement, on augmente la biodiversité. Bon, ça peut se faire volontairement, ça peut aussi se faire involontairement, typiquement dans les cales de bateaux où ou sur les côtés des bateaux, on traîne des algues, on traîne des moules, on les amène d'un port à l'autre, et il se pouvait,
Enfin, en fait, elles n'existaient pas dans le port où elles arrivent, quoi. Voilà, donc au début, ça n'a pas l'air si alarmant que ça. Mais je vais vous parler d'un petit exemple où parfois ça se passe pas très très bien. Et là, c'est l'exemple de la coccinelle asiatique et de la coccinelle européenne. Alors la coccinelle européenne, c'est celle que vous voyez là, ce qu'on appelle la coccinelle à 7 points, qui est une espèce locale qui vit dans les bocages français et européens. Et ici, c'est la coccinelle asiatique, qui est une coccinelle qui a beaucoup de points, ou qui a plusieurs morphotypes, donc elle n'a pas forcément autant de points qu'il y en a sur cette photo, elle peut en avoir 12, 2, elle peut être noire, elle peut être jaune, elle peut être rouge, c'est la même espèce. Bon, elle est toujours comme ça, à part quand elle est au stade larvaire. La coccinelle européenne, elle vit très bien où elle se nourrit de pucerons, ok ? Et en France, et en Europe, et à plusieurs endroits du monde, après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu nourrir une population en croissance exponentielle. Donc, il a fallu inventer des systèmes de culture qui permettaient de répondre à cette demande de nourriture, et on a fait de l'agriculture intensive. Très bien. Finalement, ça a joué son rôle, ça a permis que plein de gens mangent. On peut la critiquer ou pas, mais ça, c'est une autre question. Et en agriculture intensive, ce qui se passe, c'est qu'on cultive une espèce sur un grand espace, une espèce qui est donc vulnérable aux attaques biologiques. Alors, les espèces, c'est du blé, du maïs, de la patate, de l'oignon, je sais pas moi. Et tout ça, c'est sensible aux insectes qui peuvent se nourrir des plantes. Chloé l'a dit tout à l'heure, il y a des animaux qui viennent manger des plantes, et il y a des pucerons, par exemple, qui vont venir se nourrir des plantes et dégrader les cultures. Évidemment, ça pose un problème, donc on met des pesticides, mais en fait, quand on met des pesticides, ça pose d'autres problèmes sur l'écosystème, tout ça. On se dit, oh là là, c'est pas terrible pour la santé, pour plein de choses. Donc, plusieurs personnes se sont rendues compte que, en fait, on pouvait tout simplement mettre un prédateur à ce qui nous posait problème aux pucerons. Donc le puceron, on veut l'éliminer. Un des prédateurs du puceron, c'est la coccinelle. Voilà, oups, hop, la coccinelle, là, ou là. Ces deux coccinelles, elles mangent des pucerons. Donc, une solution qui paraît pas si débile, finalement, c'est d'introduire des coccinelles dans des champs où il y a des pucerons. On se dit, les pucerons, ils vont représenter la nourriture des coccinelles, donc elles vont vivre leur vie, tranquille. En plus, elles vont représenter une ressource pour les oiseaux, pour d'autres insectes qui vont se nourrir de coccinelles, ou peut-être des petits mammifères, des choses comme ça. Finalement, ça ne peut être que... ça peut pas poser de problème, ok ? C'est aussi ce que je pensais. Sauf que, au lieu de rajouter des coccinelles européennes, ont été rajoutées des coccinelles dites asiatiques. Donc, qui viennent à la base de Chine méridionale, peu importe. Juste, maintenant, elles sont partout dans le monde. Et ces coccinelles, on les a mises en grande quantité dans des cultures, et elles se sont nourries de tous les pucerons qu'il y avait. Bon, super, ça a bien marché en plus. Ça a fait que les cultures, elles ont un bon rendement et on met moins de pesticides. Sauf qu'il est apparu qu'elles ont aussi mangé les pucerons que les coccinelles à 7 points mangeaient. Bon, là, ça devient un peu problématique parce que finalement, elle arrive en compétition, comme disait Chloé tout à l'heure, avec la coccinelle à 7 points. Ok, ça passe encore, la coccinelle à 7 points, elle n'est pas si débile, elle va peut-être trouver une autre, un peu s'adapter, tout ça. Sauf qu'en plus, cette espèce-là, elle mange pas directement la coccinelle asiatique, mais la coccinelle européenne, mais elle sécrète, elle est porteuse en fait d'un parasite, un champignon, un petit, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais elle est porteuse dans ses larves, elle est porteuse saine, c'est-à-dire qu'elle vit très bien, avec un parasite à l'intérieur. Et donc ces larves ont un parasite qui en fait est transmis aux coccinelles européennes. Et elles sont pas résistantes. Donc elles arrivent, elles prennent la nourriture des coccinelles locales, et en plus, elle les tue petit à petit. Et donc on se retrouve dans une situation en France où la coccinelle européenne est en danger, et petit à petit en déclin, tout simplement parce qu'on a rajouté une espèce qui n'était pas censée être là, en gros. Voilà, donc c'est dommage, c'est à partir d'une bonne intention, mais ça c'est mal mis, quoi. Enfin, ça s'est mal passé. Un autre exemple, je vais passer rapidement, c'est juste pour vous montrer qu'il n'y a pas que des animaux qui sont des espèces invasives, il y a aussi des plantes. Là, c'est l'exemple de la renouée du Japon, qui est une plante qui se disperse par les racines. C'est-à-dire qu'elle va pousser à différents endroits de racines. Et elle a été... c'est un gros problème en Europe, parce qu'elle a été très dispersée avec des camions qui déplacent des champs... qui déplacent pas des champs, pardon. Qui déplacent des routes, non plus. Qui déplacent de la terre, pardon, pour construire des routes, des canaux, des lacs, des choses comme ça. Donc tous les aménagements de chantier, de la terre a été déplacée avec des racines de renouée du Japon, qui est maintenant une des espèces les plus problématiques en termes de flore en Europe, parce que ça prend la place de plein d'autres espèces de plantes qui ont besoin d'un espace pour se développer. Voilà. Dernière chose sur les pressions directes sur la biodiversité, c'est la fragmentation des habitats.
Alors la fragmentation des habitats, c'est assez intuitif. Hein. Quand on construit une route ou quand on construit un barrage, c'est quelque chose auquel on ne passe pas tout le temps, finalement on sépare des écosystèmes qui avant communiquaient. Donc cette partie-là de la forêt et cette partie ici, elles étaient connectées d'une manière ou d'une autre. Donc je sais pas moi, les chevreuils qui étaient là, ils pouvaient se reproduire avec ceux qui étaient là. Une fois qu'on a mis une autoroute avec des barrières anti-chevreuils, bon, c'est mieux pour les automobilistes, sûrement que les chevreuils ne traversent pas, mais les chevreuils ne peuvent plus se reproduire d'un côté et de l'autre. C'est un problème parce qu'on va avoir des habitats de plus en plus petits pour les espèces qui vont plus pouvoir réaliser soit tout leur cycle de vie, ou alors qui vont plus pouvoir rencontrer leur partenaire sexuel, ou alors qui vont plus pouvoir vivre quoi. Elles n'auront plus de place. Le barrage, c'est un peu le même principe avec des poissons. On coupe en deux l'endroit où ils pouvaient vivre. Donc les saumons qui remontent la rivière, par exemple, pour aller se reproduire à une période de l'année, parce que dans des eaux plus froides ou des eaux plus chaudes, inversement, ils vont plus pouvoir faire ce cycle-là. En fait, on perturbe un petit peu des cycles qui étaient naturels. Et si j'ai mis le panda là, c'est parce que pour parler d'autre chose, c'est la peur de l'humain, qui n'est pas forcément due à des fragmentations physiques. Donc là, une route, on voit bien que ça casse en deux un écosystème, très bien. Un barrage, c'est pareil. Et il y a des études qui sont faites en ce moment sur des gros animaux, notamment des gros mammifères comme le puma, l'éléphant, le panda, qui vont avoir peur de l'homme, peur de la présence de l'homme, et donc qui vont réagir aux voix, qui vont réagir aux bruits qu'ils entendent, et surtout aux voix humaines, et qui se retrouvent à ne pas aller à des endroits parce qu'ils savent que l'homme peut y aller. C'est le cas de pumas en Amérique, qui se retrouvent à éviter des zones où ils pourraient pourtant, où on pense qu'ils pourraient vivre, parce que l'homme, il ne fait rien, il ne fait pas de chasse, il ne fait pas d'activité a priori trop embêtante. Et juste, la simple idée de la présence de l'homme, ça induit une fragmentation dans l'habitat de l'animal. Voilà, donc c'est quand même quelque chose auquel on ne pense pas nécessairement, mais qui est un peu importante. Donc on a vu tout ça, ces trois choses, et maintenant on va parler de la pollution et des changements climatiques. Alors la pollution des milieux naturels, ça peut se faire, notamment à travers le phénomène d'eutrophisation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce phénomène, mais c'est un phénomène qui, à la base, est naturel, sur plusieurs centaines d'années, où un lac va se retrouver dans une situation comme ça, c'est-à-dire avec une grosse production primaire, donc d'algues. Ça arrive dans un lac, ça peut se faire sur 100 ans. Ce qui se passe avec les activités humaines, et notamment de l'agriculture, et l'utilisation d'intrants chimiques, c'est que beaucoup de matières nutritives arrivent dans les lacs et les rivières. Les matières nutritives, c'est l'azote, le phosphore, en fait c'est les engrais qu'on utilise pour faire pousser les plantes. Bon a priori c'est bénéfique pour les plantes, vu que ça les fait marcher dans un système agricole où on va avoir plus de productivité, sauf que tout n'est pas absorbé par les plantes cultivées, donc ça passe dans les sols, puis ça va dans les ruisseaux, puis ça va dans les rivières, puis ça arrive dans des lacs ou au niveau des littoraux. Et donc cet apport en matière nutritive, ça va forcément augmenter la production primaire, comme ça l'augmente dans un système agricole, ça va augmenter la production primaire dans le lac. Donc on va avoir une couche d'algues qui va se former au-dessus du lac, comme ça, qui va réagir en fait à cet apport de nutriments. Cette couche d'algues, elle s'épaissit, jusqu'à un moment où elle va bloquer la lumière. Et, en bloquant la lumière, elle bloque la production d'oxygène qui se fait à des étages inférieurs. Donc les algues du fond, des choses comme ça, vont plus pouvoir produire d'oxygène, enfin tout l'oxygène, il va être à ce niveau-là du lac. Et ici, on va avoir ce qu'on appelle un état hypoxique, c'est-à-dire en dessous des doses d'oxygène basales pour que les poissons ils puissent vivre. D'ailleurs, vous avez vu, de là à là, ils sont morts. Hop, plus de poissons. Et ensuite, on a une eau qui est sans oxygène, et on n'a plus de poissons, on n'a que des algues putrides, dit le schéma, et une couche de dépôt. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a supprimé un écosystème, quasiment, voilà, avec tous les poissons et les plantes qui vivaient à l'intérieur. Et sûrement, il y a plein de bactéries. Bon, ça, c'est cool pour les bactéries, mais au bout d'un moment, elles ne peuvent plus vivre non plus parce qu'il n'y a plus ce qui est nécessaire pour que de la vie se développe. Voilà, donc ça existe dans la nature de manière naturelle, comme j'ai dit, mais c'est accéléré par l'agriculture. Bon, et ça, alors là, c'est le moment où vous allez peut-être sortir vos mouchoirs. En tout cas, moi, ça me perturbe beaucoup, ce schéma, cette carte. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des petits points là, le long des côtes. Tac, tac, ici, il y en a partout, ici, il y en a un peu, ici aussi. Ces petits points, c'est ce qu'on appelle des dead zones, des zones mortes, où on n'a plus d'oxygène, et en fait, on n'a plus de vie dans ces endroits-là. Alors, bon, ok, il y a des endroits sur la Terre où il n'y a pas de vie du tout,
Et c'est des zones qui ont eu ce phénomène un peu d'eutrophisation. Et là, la particularité déjà, c'est que c'est des zones littorales, donc c'est connecté à l'océan. L'océan, c'est quand même grand, ça brasse énormément de choses. Donc on se dit, normalement, ça devrait partir, quoi. S'il y a un endroit où il y a beaucoup d'algues et il n'y a plus d'oxygène, l'océan va faire des échanges et tout. Bon, c'est pas le cas, ok. Et si on met ces petits points, donc il y en a 400, plus de 400 à peu près, si on met ces petits points sur la carte de l'empreinte humaine, de 0 à 0, l'empreinte humaine, en vert, pardon, l'empreinte humaine, elle est nulle. Et puis, plus on augmente dans les couleurs chaudes, plus l'empreinte humaine est forte. Et ben, on remarque que ces zones mortes, c'est complètement corrélé aux endroits où on a de l'agriculture, et aux endroits où on a des activités humaines. Comme ici, il n'y en a pas, il n'y a pas de dead zone. Voilà. Alors, ces dead zones, il y en a 400, et c'est depuis les années 1960 qu'on en a enregistré. Avant, il y en avait 3 ou 4 en 1960, et maintenant, il y en a 400. Voilà, super. Moi, franchement, il me fait quelque chose, ce graphique, enfin, ce schéma. Je sais pas comment dire, mais ça fait un peu peur, ouais. Est-ce que là-dedans, il y a le truc, les mers de plastique et tout Non. Là, c'est que les zones... Non, c'est des zones sans oxygène. Voilà, liées à l'eutrophisation, ouais. Non, c'est pas d'autre chose. Donc j'imagine que c'est encore plus alarmant si on regarde des trucs différents, quoi. Mais si on imagine qu'il y a du plastique, on imagine aussi qu'il n'y a pas de lumière, enfin des choses comme ça. Ça peut avoir un phénomène sûrement similaire. Ouais, voilà. Bon, on va continuer, mais franchement, c'est un peu triste. Et une autre chose, c'est les changements globaux. Alors, je vais partir du principe que tout le monde ici sait que l'homme est responsable des changements climatiques. Ok ? Je vous vois hocher la tête, ça me fait plaisir. Ça, c'est pour vous montrer que dans les 150 dernières années, les températures, elles ont tendance finalement à augmenter. On remarque de plus en plus d'anomalies de température. Les températures augmentent petit à petit. Il n'y a pas que les températures qui changent avec les changements globaux. On a aussi les perturbations. Super jeu de mots, perturbation des perturbations. En gros, les pluies le cycle de l'eau va un petit peu changer. Les pluies vont se faire plus intenses à certains endroits, se raréfier à d'autres endroits, des choses comme ça. Et on va avoir un phénomène d'acidification des océans. C'est le principe où on produit beaucoup de... Enfin, les activités humaines produisent beaucoup de gaz à effet de serre qui vont être captés en quelque sorte par l'océan, qui se trouve être un puits de carbone énorme. Mais plus il y a de carbone qui rentre dans l'océan, plus il y a des composés qui vont acidifier l'océan. Et donc ça pose un problème par rapport aux conditions de vie, tout simplement, des organismes marins qui sont adaptés à une certaine acidité. Et quand on change l'acidité, on change finalement tout le milieu. C'est comme si nous, on changeait la quantité d'oxygène dans l'air. Bon, ça ferait un peu bizarre, je pense. Donc, il y a des changements. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la biodiversité, c'est pas nouveau qu'elle s'adapte aux changements et compagnie. Sauf que là, ces changements, ils sont hyper rapides. Et en fait, les espèces, elles vont pas avoir le temps de s'adapter aux nouvelles conditions climatiques qui leur est proposées, en quelque sorte. Enfin, qui leur est plutôt imposées. Donc, voilà, elles ont peur. Et enfin, un dernier... je voulais vous parler rapidement d'un petit exemple. C'est l'exemple d'un habitat que j'ai appelé l'habitat alpin, enfin qui s'appelle l'habitat alpin, qui est un des habitats les plus sensibles au changement climatique. Je vais vous expliquer pourquoi. L'étage alpin, c'est l'étage qui est juste au-dessus des arbres dans les montagnes. Ça peut être aussi dans des montagnes plus basses que dans les Alpes. C'est pas du tout relatif aux Alpes, l'habitat alpin. C'est juste l'étage au-dessus des arbres et qu'on définit comme étant en dessous de la neige. Donc c'est en dessous de l'étage nival et au-dessus de l'étage subalpin. Voilà. Une petite notion de géographie de CM2. Et donc, cet étage alpin, c'est un endroit où on va retrouver des espèces, une flore, une faune très spécifiques. Okay ? Vous voyez bien que quand on est là, à cet endroit-là, donc, que ce soit sur le versant sud ou le versant nord, on va avoir finalement des conditions un peu particulières où on n'aura pas d'arbres pour se mettre à l'ombre, il va faire relativement froid, il y a pas mal de vent sur les versants montagneux, on va avoir des temps changeants très rapidement, donc au cours de l'année, on va pouvoir avoir des jours où il fait 40 degrés, des jours où il fait moins 20 degrés, des choses comme ça change très très vite. Voilà, donc c'est un habitat qui est quand même avec plein de variations climatiques. Donc on se dit finalement, si c'est un habitat qui a plein de variations climatiques, bon, a priori ça devrait résister facilement si on change les températures qui sont imposées à cet habitat. Bon,
c'est pas si évident. Alors là, on va prendre l'exemple d'une petite fleur verte, voilà, je vais l'appeler la fleur verte, qui habite à la fois en bas de l'étage alpin et à la fois en haut de l'étage alpin. Donc on retrouve par exemple sur l'ensemble de l'étage alpin. Ce n'est pas le cas de toutes les plantes alpines, bien sûr, c'est le cas de celle-là. En bas de l'étage alpin, ici, on a une situation climatique qui est plutôt favorable au niveau de la température, d'accord, il ne fait pas encore très très froid. Quand on monte de 2400 mètres d'altitude à 3000 mètres d'altitude, il va faire plus froid. Donc cette plante ici, elle va avoir des températures plus froides que cette plante-là. Une autre chose qu'on regarde pour les plantes et qui leur permet de faire de la photosynthèse de manière efficace, la photosynthèse que vous disiez Chloé tout à l'heure, c'est la capacité de produire de la matière organique à partir notamment du soleil et de l'eau, et de matières minérales dont l'eau. Si on regarde la disponibilité en eau du sol, elle varie en fonction de l'altitude. Ici, on a une disponibilité en eau qui est assez faible, et ici, on a une disponibilité en eau qui est plus forte, qui est due notamment à la fonte des neiges directes, et qui va en fait faire un sol un peu plus humide là que là. Ok ? Donc, si on regarde la photosynthèse, ici, la plante, elle a plus froid, donc elle va peut-être faire un peu moins de photosynthèse que celle du bas, parce que quand il fait froid, on fonctionne moins bien, de manière générale, les organismes vivants, parce que nos enzymes, tous les mécanismes qui sont dans le corps, et notamment les enzymes, ont des optimums de température. Chez nous, c'est à 37 degrés. Et ici, donc, elle va faire moins bien la photosynthèse à cause justement de la température. Et ici, elle va avoir une bonne température pour fonctionner, mais elle aura moins d'eau. Okay, donc elle fera peut-être un peu moins de photosynthèse que si elle avait plus d'eau. Bon, ça, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Très bien, ça marche bien. Si on rajoute du changement climatique et du réchauffement des températures globales, on va faire juste le réchauffement des températures. Si on réchauffe les températures, ici, admettons, il fera un peu plus chaud qu'il ne fait maintenant. Bon, c'est pas un problème. On a dit que cette plante, il lui manquait de la température... Enfin, il lui manquait. Avec un peu plus de chaleur, elle se comporterait tout aussi bien, voire même mieux. Cool. Bon, bah, elle, du coup, elle va plutôt proliférer, enfin, c'est la même espèce d'ailleurs, mais elle va plutôt être heureuse du changement climatique. Chouette. Ici, si on augmente la température, alors que la température, c'est ce qui, justement, est bien pour cette plante, et si on l'augmente, on va finalement faire évaporer l'eau qu'il y a dans le sol, on va diminuer la disponibilité en eau du sol, et donc elle va de plus en plus avoir de mal à faire de la photosynthèse et à produire de la matière organique. Tellement de plus en plus qu'au bout d'un moment, elle ne pourra plus vivre à ce niveau-là. Donc la plante, elle va se réfugier dans des étages un petit peu plus hauts. Elle, ça va être un peu la même histoire, c'est-à-dire que plus on va continuer d'augmenter les températures, plus la disponibilité en eau dans le sol va diminuer, et donc on aura pareil le même phénomène, hop, on ne peut plus vivre à cet endroit-là. Et donc ce qui se passe, c'est que les espèces de plantes, elles montent, jusqu'au moment où ici, on arrive au sommet de la montagne, et on ne peut plus monter. Ou alors on arrive à l'étage nival, et là c'est vraiment galère de s'établir quand on est une plante. Alors oui, il y a des plantes qui vont s'adapter, mais les plantes des étages alpins, elles vont tout simplement disparaître avec la disparition du gradient de température. Enfin, avec l'augmentation de température, et elles n'auront plus les températures adaptées à leur développement. Si on avait laissé à ces plantes des milliers d'années, peut-être des millions d'années, pour s'adapter à une augmentation de température plus progressive, elles auraient trouvé des techniques, des adaptations au sein les plantes les plus résistantes auraient été sélectionnées et ça aurait bien marché. Mais là, ça se passe en dizaines d'années. Et en dizaines d'années, les organismes vivants, ils n'ont pas le temps de réagir aux changements qui leur sont imposés dans leur milieu. Voilà, donc les changements climatiques, ça pourrait avoir un effet de juste supprimer toute la faune et la flore de l'étage alpin. Petit à petit, si on imagine une augmentation drastique des températures, on va aussi agir sur les étages subalpins, montagnards, voilà. Et donc les plantes de prairies qui actuellement vivent à des températures relativement moyennes, si on augmente les températures des prairies, elles vont aussi avoir tendance à se réfugier en montagne. Et donc ça va faire des espèces invasives qui vont venir prendre la place des plantes de montagne. Alors franchement, elles ont la double peine, les changements climatiques, les espèces invasives et compagnie. Voilà, donc maintenant vous savez tout sur les effets de l'homme sur la biodiversité. Et une dernière chose, et après je relaisse la parole à Chloé, c'est que je vous ai parlé de perte de diversité au sein entre espèces, dans les écosystèmes et compagnie. Et une petite chose à avoir en tête, c'est que la diversité, je vous l'ai dit en toute introduction, au tout début de l'introduction, c'était aussi la variabilité entre individus d'une même espèce. Là j'ai pris l'exemple des vaches. Depuis la Seconde Guerre mondiale, voilà, on a répondu à la croissance démographique en produisant plus de matières premières pour manger, et donc plus de viande et plus de lait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a
il a été jugé nécessaire de sélectionner les vaches qui produisaient le plus de viande et le plus de lait. Pour eux, ça apparaît être une bonne idée, sauf qu'en faisant ça, en fait, il y a plein de races de vaches qui ont disparu et qui n'existent plus aujourd'hui parce qu'elles n'étaient pas jugées finalement assez productives. Et donc, elles ne permettaient pas de répondre à la demande en nourriture. Et ces races-là, on n'a pas éteint l'espèce de vache. Bos taurus, c'est une espèce qui existe encore et qui existera tant que finalement l'homme en aura besoin, j'imagine. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a diminué la variabilité génétique au sein de ces populations de vaches. Et si un jour, je sais pas moi, les vaches, elles sont, je sais pas, il y a beaucoup de pluie au bout d'un moment, et les vaches, elles sont pas tellement adaptées à la pluie, et bien peut-être que si on avait gardé l'espèce de vache qui était adaptée à la pluie, on aurait pu réagir à ce changement-là, ou des choses comme ça. Voilà, donc on se retrouve aussi dans une situation où on a une perte en résilience, parce qu'une fois qu'on va pouvoir, une fois qu'il y aura des perturbations, notre écosystème ne pourra pas revenir aussi simplement qu'on l'imaginait, et aussi complexe. Voilà. Et je laisse la parole à Chloé. Du coup, maintenant qu'on vous a un peu expliqué toutes les causes qui mettaient en danger la biodiversité en ce moment, on va voir qu'est-ce qui a été tenté ou qu'est-ce qu'on va et on peut tenter de faire pour la préserver et la conserver. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a eu différentes politiques de préservation et conservation de la biodiversité depuis qu'on s'est posé ce problème-là. Donc au départ, enfin pas vraiment au départ, mais bon, il y a plusieurs idéaux, on va dire. Donc il y a l'idée de préservationnisme qui est assez extrême dans le sens où en fait c'est qu'on définit des zones dans lesquelles l'homme n'a pas le droit d'intervenir. Et non seulement il n'a pas le droit d'intervenir, mais on veut vraiment pas qu'il y aille. C'est-à-dire c'est comme des réserves naturelles où on n'a même pas le droit d'aller faire du tourisme, des randonnées. C'est vraiment un espace qu'on laisse vierge et on laisse la nature faire sa vie. Et c'est un peu, ça a été donc assez répandu aux États-Unis à l'époque et c'est un peu associé à une idée religieuse de la nature vierge qu'il faut laisser pure et indépendante de l'homme. Après, il y a l'approche conservationniste, donc qui est là définir des espaces naturels qu'on cherche à conserver, mais dans lesquels l'homme a quand même le droit d'intervenir, soit donc en touristique, donc comme les parcs naturels aux États-Unis, en Californie ou tout ça, on a quand même le droit d'y aller, même si on n'a pas le droit de construire des usines, des champs, des routes, et où on peut éventuellement avoir des politiques de conservation, donc de rajout d'espèces ou de ce genre de choses. Et après, on a une approche très anthropocentrée qui consiste à vouloir préserver la nature et les ressources, mais pour l'utilisation humaine. Donc on va préserver la forêt pour mieux pouvoir exploiter le bois ensuite, ce genre de choses. Donc il y a eu un peu des batailles, on va dire, entre ces différents idéaux, jusqu'à ce qu'on ait un peu des décisions qui soient prises au niveau international. Donc il y a eu l'Union internationale pour la protection de la nature qui a été créée en 1948 et qui au départ du coup était préservationniste, donc qui était très on laisse la nature vierge, puis qui a un peu évolué avec les différentes conférences internationales et qui est maintenant devenue conservationniste. Donc on a le droit d'intervenir, d'essayer de mettre en place des politiques en connaissant tout ce que je vous ai un peu expliqué sur les écosystèmes pour mieux la protéger. Et on a aussi en parallèle des ONG qui se sont développées avec toujours un peu cette même idée de conserver, mais en essayant d'agir. Il y a une autre notion intéressante qui est apparue, c'est la notion de socio-écosystème, donc qui permet de faire vraiment le lien entre la société humaine et les écosystèmes naturels. Donc il va y avoir des actions dans les deux sens, c'est-à-dire que les écosystèmes ils vont nous fournir des services qu'on va appeler services écosystémiques pour qu'on puisse les quantifier de façon économique. Qui sont donc vraiment de plein de formes. Donc il y a les ressources, donc tout ce qu'on puise dans la nature, que ce soit par exemple pour faire les médicaments, il y a plein de plantes qui nous donnent des molécules très utiles, tout ce qui est alimentation. Il va y avoir la régulation des cycles naturels. Donc par exemple pour l'eau ou l'air, on va avoir plein de bactéries qui vont filtrer l'eau, dépolluer l'eau après qu'elle soit passée dans nos systèmes d'eau usée, tout ça. Donc ça c'est pareil, les écosystèmes vont nous fournir ce genre de service, on va dire. Et il y a le côté culturel, tourisme, d'aller faire une rando en forêt ou d'aller faire un safari en Afrique, par exemple. Et par contre, l'effet des sociétés sur les écosystèmes, il va être plutôt négatif. Il va être dû au développement humain, c'est-à-dire qu'on va quand même avoir besoin de faire de la déforestation pour avoir des plus grandes parcelles pour l'agriculture et pour pouvoir produire assez de nourriture pour l'ensemble de l'humanité. On va avoir envie de construire des routes pour voyager, d'utiliser des avions, des bateaux, tout ça. Donc en fait, on va essayer de chercher aujourd'hui à avoir un socio-écosystème qui soit stable et qui permette que ce que la nature nous donne, on ne le détruise pas en retour et qu'on ait un équilibre comme ça. Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas encore là. C'est beaucoup dans un sens et très peu dans l'autre.
Et une des idées qui ont été récemment développées pour essayer de faire ça, c'est d'intéresser donc nous tous, vous tous, qui vivez autour de la biodiversité, par l'intermédiaire des sciences participatives. Alors comment ça marche les sciences participatives? Vous avez un petit schéma ici. En fait, ça permet aux chercheurs d'avoir énormément de données, ce qu'ils ne pourraient pas avoir parce qu'ils n'ont pas beaucoup de financement et pas beaucoup de gens. Mais donc en fait, on va demander à n'importe qui se balade en forêt, qui va chez ses grands-parents le week-end et qui ont un jardin dans la campagne, ou tout simplement qui ont un petit balcon avec des fleurs dessus, de faire des observations en fait. Donc là, si je vous prends l'exemple de Speople, c'est pour les insectes pollinisateurs. Donc en fait, il va y avoir des petits programmes avec une application par exemple ou un site internet où pendant 20 minutes, vous vous postez devant une plante à fleurs et vous allez pouvoir décrire tous les pollinisateurs qui viennent. Donc quelle est la couleur de l'insecte, sa taille à peu près, le nombre d'ailes, tout ça. Donc même si vous n'avez aucune connaissance en biologie, vous n'êtes pas des naturalistes, vous allez pouvoir en fait recueillir plein d'informations qu'ensuite vous allez transmettre aux chercheurs qui eux ensuite, grâce à toutes ces caractéristiques, vont pouvoir déterminer quel type d'insecte c'est, à quelle période de l'année ils sont venus et pouvoir comme ça créer des politiques de conservation ou avoir des résultats sur par exemple, la diversité des pollinisateurs qui diminue ou qui augmente, et selon les régions de France aussi, donc à la fois spatiale et temporelle. Ça permet d'avoir vraiment un gros set de données qu'ils ne pourraient pas avoir autrement. Du coup, si vous avez des jardins ou des grands-parents qui ont des jardins, je vous invite à participer à Speople. Et il y a plein d'autres programmes de sciences participatives. Allez, un autre moyen d'intéresser les gens qui vivent, c'est pour les populations locales qui sont en fait dans les parcs naturels ou les réserves naturelles dont je vous parlais. Donc il y a eu une période où en fait il y a eu des gros problèmes avec ça parce que les organismes qui mettaient en place des aires protégées ont chassé les populations locales, donc que ce soit aux États-Unis, dans l'Amérique du Sud ou en Afrique, en voulant que ce soit un espace uniquement pour la nature et qu'il n'y ait pas d'humains. Et aujourd'hui on revient beaucoup là-dessus parce que ça a été quand même un peu scandaleux. Et on cherche au contraire à profiter de la connaissance de ces gens-là pour servir la recherche. Donc là je vais vous présenter un projet sur lequel j'ai travaillé l'année dernière avec Shelly Massy, donc qui est une chercheuse en primatologie. Et elle, en fait, elle étudie les gorilles de l'Ouest en République centrafricaine et elle collabore avec les pygmées qui habitent sur place et qui connaissent extrêmement bien la forêt, qui connaissent extrêmement bien les gorilles parce qu'en fait, avant, ils avaient des rituels où à chaque fois qu'il y avait un bébé qui naissait, ils voulaient tuer un gorille pour verser le sang sur le bébé et lui donner la force d'un gorille ou ce genre de choses. Et en fait, grâce à son programme, elle va pouvoir les sensibiliser au fait que c'est des espèces menacées, qu'il va falloir du coup les protéger et arrêter de les chasser, et aussi du fait qu'ils soient très proches de l'homme, ils ont une culture et une sociabilisation vraiment intéressante, et du coup les sensibiliser comme ça à arrêter leurs rituels et au contraire à utiliser toutes les connaissances qu'ils avaient pour aider les chercheurs à repérer par exemple leurs traces dans la forêt parce qu'ils sont capables de savoir en voyant une feuille morte sur laquelle un gorille a marché, depuis combien de temps il est passé, la taille du gorille, si c'est un mâle, une femelle, enfin des choses vraiment incroyables. Et du coup comme ça on peut tirer profit de leurs connaissances et en même temps leur rendre un service, enfin que la biodiversité leur apporte un service économique entre guillemets qu'ils ne peuvent plus avoir par la chasse ou par la déforestation s'ils voulaient faire des champs à la place. Et ensuite, je vais vous montrer un exemple de système qui a pris en compte donc, tout ce que je vous ai parlé avant et des conséquences que Clara vous a présentées sur toutes les dynamiques et les interactions et qui permet d'utiliser toutes ces données-là pour établir, en fait, donc là c'est le cas de la pêche, des quotas de pêche qui permettent de continuer à puiser dans les ressources et à nourrir le monde, tout en restant assez raisonnable pour ne pas éliminer des espèces. Donc en fait, ça s'appelle le Ecosystem Based Fisheries Management. Et donc vous avez le schéma là, donc c'est cette ligne-là, qui prend en compte donc à la fois les cycles démographiques des poissons, donc à quelle période ils se reproduisent, ce genre de choses, à la fois les interactions avec les autres espèces, donc s'ils ont déjà un prédateur dans le milieu qui les chasse et que l'homme se rajoute à les pêcher, il faut prendre en compte que les seules espèces qu'on va enlever du milieu, ce n'est pas juste celles qu'on pêche, c'est aussi toutes celles qui sont tuées par les prédateurs, les interactions avec les autres poissons, les symbioses, tout ce genre de choses. Et les changements de l'environnement. Donc, est-ce qu'il y a une acidification de l'océan à cet endroit-là, un changement de température, et qu'est-ce que ça va modifier sur les populations? Et donc, en prenant en compte tous ces paramètres, on ressort en fait un nombre de poissons maximum qu'on peut pêcher selon la période de l'année pour qu'on reste dans des tailles de population supportables pour l'espèce pour survivre. Du coup, pour conclure, j'espère qu'on vous a prouvé et convaincu que la biodiversité, c'est très important, qu'il faut essayer de la protéger, mais qu'il ne faut pas faire n'importe comment et que c'est important de prendre en compte toutes les conséquences qu'aura chacune des petites actions qu'on peut entreprendre et toutes les conséquences qu'ont aussi tout ce qu'on fait involontairement en transportant de la terre sous nos chaussures quand on va d'un endroit à un autre. Et que du coup, il faut bien réfléchir à tout ça avant de faire les politiques et ce n'est pas toujours fait aujourd'hui, donc c'est important que tout le monde soit sensibilisé à ça.
Et observer, comprendre, réagir devrait être la devise de l'écologie. Merci pour votre attention et merci aux organisateurs et Chris de Bio pour tous. Désolée d'avoir dépassé le temps. Mais... Si vous avez des questions, on peut en parler. Et si vous voulez en parler plus tard, on peut aussi aller boire un verre après et discuter. Est-ce que c'est général le fait que les animaux moches servent plus à quelque chose? Est-ce que vous avez une explication du type, je sais pas, t'es moche, donc il faut quand même avoir une utilité quelconque? Enfin, est-ce que c'est général ou pas quoi? C'est une très bonne question. Non, en fait, c'était juste cette étude, c'était surtout pour montrer que les animaux moches avaient aussi une utilité et que dans le cas particulier de l'écosystème corallien, ils avaient en fait des fonctions qui étaient plus variées que les animaux qu'on qualifiait comme jolis. Et c'était surtout que leurs activités étaient un petit peu différentes au cours des journées. Ils avaient plus tendance à sortir le jour, à sortir à des moments aussi où les petits poissons ils sortent pas, parce que déjà ils ont des couleurs qui sont plus attractives, les petits poissons jolis. Ce que nous, on qualifie de joli, ça a aussi un effet finalement sur la vision que les prédateurs de ces poissons ont de ces poissons. Et du coup, les poissons moches, ils n'ont pas ces couleurs toutes bariolées, tout ça. Ils se fondent un peu plus facilement dans le décor et ils peuvent avoir des activités à d'autres moments de la journée que les poissons qu'on qualifie comme jolis. Et du coup, il y avait un peu une différence des fonctions remplies tout simplement par la différence aussi d'anatomie. Les poissons qu'on qualifiait comme jolis, ils étaient plus petits. Et du coup, ils ont finalement une place dans la chaîne alimentaire qui est différente que les espèces qu'on qualifiait comme moches. Des choses comme ça. Et après, pour toutes les espèces moches qu'on a montrées, on les trouve moches, mais on trouverait peut-être aussi des espèces qui servent à rien et qui sont moches. Enfin, qui ont un intérêt... par exemple, le nasique, il n'a pas un intérêt... C'est le singe avec un nez moche. C'est le singe avec un gros nez. Il n'a pas une fonction flamboyante dans l'écosystème, si ce n'est d'exister, d'être la proie de quelques gros prédateurs et d'être... voilà. J'avais une question sur la résilience des écosystèmes. Quand tu parles des écosystèmes qui sont moins résilients, qui perturbent, après ils arrivent à revenir à une complexité, mais pas au sommet de ce qu'ils avaient avant. Comment ça se fait qu'ils n'y arrivent pas? Parce que dans un premier temps, à partir du stade pionnier ou d'après, ils ont quand même réussi à arriver une première fois jusqu'à un stade avancé de complexité. Ouais. Souvent, c'est que ça dépend aussi de ce qu'il y a autour. Enfin, en fait, au départ, quand on s'est passé de l'état pionnier à l'état mature, enfin, je ne sais plus comment on dit, avancé, il n'y avait rien autour et du coup, ça s'est fait que tout en même temps est arrivé. Alors que là, si tu vois, tu as une forêt qui est déjà très dense et développée tout autour, toutes les espèces du stade pionnier, elles ne vont pas être présentes. Et du coup, il va falloir qu'il y ait des graines qui viennent de beaucoup plus loin, qui arrivent et ça ne va pas être évident. Par exemple, si tu as des arbres tout autour, les graines, elles sont stoppées avant et du coup, il n'y aura jamais les espèces pionnières qui vont se réinstaller ou des espèces intermédiaires qui vont permettre de relancer la dynamique. Donc ça dépend de un peu la structure spatiale aussi de la catastrophe et de sa nature. Si jamais la nature, c'est d'avoir déversé du pétrole à un endroit, là c'est sûr qu'il va falloir vraiment beaucoup de temps avant que le sol redevienne. Enfin, en fait, il est dans un état pire que pionnier où il n'y avait rien. Donc ça dépend aussi du genre de catastrophe qu'il y a eu. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. C'est très bien. J'avais une remarque sur les changements climatiques. La 6e extinction, là, c'est une ère anthropocène, c'est ça? C'est dû à l'accélération des changements climatiques dus aux activités humaines, mais il y a bien 5 extinctions avant qui, elles, sont également dues au changement climatique, mais dont l'homme n'était pas... Les dinosaures, typiquement, c'était... Oui, c'était une forme de changement climatique peut-être un peu plus radical. Enfin, ça dépend si c'est un astéroïde, tout dépend de la théorie qui est retenue, mais a priori... La plus grosse théorie, celle de l'astéroïde, c'est effectivement un changement de l'environnement des dinosaures. Donc oui, c'était un changement du milieu et les espèces en fait n'ont pas pu s'adapter. C'est le même concept qu'ici, sauf que dans le cas actuel, c'est l'homme qui est responsable de ça. Voilà, donc effectivement, des crises de biodiversité, il y en a eu et tout. On pourrait se dire, ce serait que la 6e, finalement, il y en a eu 5 avant, tant pis. Mais là, est-ce qu'on a vraiment envie d'être responsable de cette 6e alors qu'elle aurait pu... Peut-être qu'elle serait arrivée dans 100 000 ans, ou peut-être qu'elle serait arrivée dans 50 ans s'il y avait un astéroïde aussi qui arrivait sur la Terre, mais ça c'est pas prévu, a priori.
Enfin, hein? Et aussi, juste les changements climatiques, normalement, c'est quand même beaucoup moins rapide, quoi. Là, on a quand même accéléré le truc. Oui, bien sûr. Mais il y en a toujours eu, les changements climatiques. Ah oui. Oui, bien sûr. Bah, il y a il y a eu des âges de glace, oui, bien sûr. Donc il y a eu des âges où la Terre, elle était très très froide, où elle était très très chaude, et plus chaude qu'elle n'est maintenant. Mais là, c'est c'est très rapide. D'habitude, c'est en plusieurs millions d'années quand même. Ouais, du coup, ça change. À votre avis, comment on justifie les politiques environnementales ou de conservation plus par un devoir moral envers la nature ou par une démarche utilitaire? Parce que finalement, on est quand même qu'une espèce en compétition avec les autres. On est un peu envahissant, nous aussi. Donc, qu'est-ce qu'on dit enfin, je sais pas, il n'y a pas vraiment de réponse, mais à votre avis, qu'est-ce qu'on dit aux gens pour justifier ces politiques? Bah, je pense que oui, il y a un côté moral où on n'a pas envie d'être responsable de la 6e extinction, comme on disait, mais il y a aussi un côté où, pour nous, c'est une catastrophe, parce que toute la biodiversité qui est en train de disparaître, notre vie en repose dessus aujourd'hui. Et donc, comme on disait, tous les pollinisateurs, si ils venaient à disparaître, comme les abeilles en ce moment en Europe, on n'aura plus de pollinisateurs dans nos cultures. Alors, on peut établir des stratégies comme quoi on fera des mouches robots qui réussiront à polliniser aussi bien que le fond, mais bon... Ça existe déjà. Ouais. Ouais. Il y a déjà des ingénieurs qui ont planché sur ça parce qu'ils savent que c'est un problème et qu'il faudra sûrement y arriver là, quoi. Ça va rapporter de l'argent. Ouais, mais ça va coûter tellement cher aux sociétés par rapport à des choses qui se font naturellement. Ouais. Là, tu vas mettre des trucs robotisés, donc il va falloir alimenter avec une énergie, il va falloir Puis comme tu contrôler. disais, ça va augmenter les inégalités entre les pays qui pourront se payer ce genre de petits robots et les pays du Sud qui dépendaient entièrement des insectes naturels qui, eux, du coup, verront leur production fortement diminuer. Et c'est pour répondre à ta question sur le moral ou pas. Moi, je pense que si à un moment donné, il y a des mesures radicales qui sont prises, ce ne sera pas pour une question morale. Ce sera parce que les gens se rendront compte que c'était nécessaire. Et ça se voit, la morale, il y a un moment qu'il y a des gens qui disent attention, les pandas, il n'y en a plus beaucoup, attention. C'est des choses qui, en plus, sont frappantes, quoi. On te dit, les rhinocéros, ils vont plus pouvoir se reproduire. Ou alors, on voit des espèces qui disparaissent et les espèces emblématiques, d'un côté, elles servent à ça. Enfin, elles servent. Enfin, elles ont cet intérêt-là, en plus d'alerter les gens sur le fait que, oui, il y a quelque chose qui se passe. Mais si on avait dû gérer les choses à partir du moment où ça devenait un problème moral, on aurait fait ça il y a plus longtemps déjà. Peut-être même au dodo, on se serait dit, oula, attention, il n'y en aura plus. Et puis, ça aurait pu être déjà bien pris plus en avant que là. Et là, vous pensez que c'est trop tard ou pas? C'est jamais trop tard. Mieux vaut tard que jamais. Non, et puis de toute manière, les êtres vivants, ils vont s'adapter, hein. Il n'y a pas de souci. Et ça va repartir. Après, ouais, j'ai oublié de le dire. Sur la courbe qu'on voyait, la courbe verte, je peux la remettre. Elle est peut-être loin. Ah ouais, elle est super loin. Bon. Sur la courbe verte, vous allez voir qu'après un phénomène d'extinction, il y a ce qu'on appelle un phénomène de radiation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espèces qui se mettent hop, voilà. C'est des moments, donc après une extinction, on a une courbe très forte comme ça, d'augmentation des espèces. Là, on a une extinction, et pouf, on a une courbe avec une pente très forte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des espèces qui s'éteignent en masse à un moment, elles vont libérer tout un tas de niches écologiques, et donc il y a plein d'espèces qui n'existaient pas avant, parce qu'elles avaient tout simplement pas les possibilités de se réaliser, qui vont apparaître. Et donc, ok, si on fait disparaître toutes les espèces qu'on voit aujourd'hui, peut-être qu'au bout d'un moment, c'est sûr, il y aura d'autres êtres vivants qui vont s'adapter aux nouvelles niches qui leur seront disponibles, mais ce sera juste pas du tout c'est pas le monde qu'on connaît aujourd'hui. Alors, préserver la biodiversité, c'est la préserver telle qu'on la connaît aujourd'hui, parce qu'on sait que, d'une certaine manière, elle a une valeur tout à fait fonctionnelle et une valeur sentimentale aussi à laquelle on peut raccrocher notre époque, quoi. Puis ça va mettre du temps aussi. Ah oui, ça, je crois que c'est 10 millions ou 20 millions d'années. De toute façon, on ne sera plus là pour le voir à ce moment-là. Si on continue comme ça, c'est peut-être trop tard pour que l'homme puisse rester aussi longtemps, par contre.